Nous allons faire une vidéo un petit peu particulière, elle est d'ailleurs beaucoup plus longue que d'habitude, parce que c'est en fait un interview, et ce que je fais dans cette vidéo, c'est je t'introduis au concept de renforcement positif, avec l'aide de ma fille Juline, qui est en fait enseignante, elle est institutrice dans une école avec des enfants de 11 ans, et elle témoigne en fait de son expérience et de ce qu'elle applique depuis plusieurs années pour pouvoir aider des enfants qui sont en décrochage scolaire, pour pouvoir les aider à se sortir de cette difficulté dans laquelle ils se trouvent et quelles sont les méthodes qu'elle applique pour pouvoir vraiment les aider. Et ces méthodes tournent autour du renforcement positif. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de oserpartager.net. Alors, sur le site, tu trouveras ma passion qui tourne autour de la communication et des interactions entre personnes, les relations que l'on se crée. Ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de t'équiper pour que tu comprennes d'abord comment la communication fonctionne, parce que ce n'est pas parce qu'on interagit tous les jours qu'on sait pourquoi et comment ça fonctionne. Il y a des moments où cette communication ne fonctionne pas, mais est-ce que tu connais ces moments? Est-ce que tu sais les identifier? D'autres où elle est justement favorisée, est-ce que tu sais les utiliser à bon escient? Et donc, en essayant de t'aider à mieux comprendre comment gérer cette communication, je te donne la possibilité de comprendre des outils, de gagner en confiance en toi, de savoir quand intervenir pour être entendu et te permettre effectivement de pouvoir créer des relations autour de toi qui soient beaucoup plus sereines et qui soient beaucoup plus stimulantes. Tu peux trouver tout ça sur le site d'oserpartager.net, y compris les informations sur le livre qui existe déjà sur la communication. Aujourd'hui donc, je te fais une introduction par rapport à cette fameuse vidéo qui est basée sur un interview que j'ai fait avec ma fille Juline. En fait, elle m'a expliqué ces dernières années des situations qu'elle avait vécues et comment elle parvenait à sortir un enfant d'un enfermement intérieur, d'une situation où l'enfant était très mal intégré dans une classe, etc. Et elle m'a parlé de façon régulière du renforcement positif. Alors, plutôt que de commencer à devoir encore faire des recherches, je me suis dit, il faut qu'elle me l'explique. Et donc, elle va, à travers cette interview, t'expliquer ce qu'elle applique. Et pourquoi est-ce que je pense que ça vaut la peine que tu vois cette vidéo? C'est parce que ce renforcement positif, il faut le comprendre vraiment très précisément, parce qu'il y a vraiment une méthodologie qu'il faut appliquer et à laquelle il faut se tenir quelque part pour pouvoir vraiment à long terme y parvenir. Mais surtout, c'est parce que je sais que ce renforcement positif peut s'appliquer à tous les niveaux. C'est-à-dire que elle te fait la démonstration de ce qu'elle fait avec des enfants dans le cadre scolaire, mais je suis persuadée qu'il y a moyen de mettre cela en application aussi dans d'autres circonstances, par exemple dans le cadre professionnel, où tu serais face à quelqu'un qui est dans ton équipe, quelqu'un qui fonctionne mal, quelqu'un qui a décroché parce que il a fait face à des situations où il a mal géré la situation et il se sent infériorisé, il se sent mal. Et essayer de mettre en application ce renforcement positif pourrait vraiment permettre à cette personne de regagner confiance en elle, de reprendre quelque part le cours des choses et se donner une chance de pouvoir continuer et de réussir. Alors, bon amusement. J'espère que tu comprendras que moi j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant, même si elle m'avait déjà expliqué certaines choses, on a vraiment pris le temps de détailler comment elle l'applique, pourquoi ça fonctionne, ce qu'elle obtient comme résultat, et j'espère que ça pourra t'inspirer toi aussi. La première chose que je vais te demander, c'est de te présenter. Donc bonjour, moi je m'appelle Juline Stevens, je suis la fille de Sophie et maman m'a demandé de faire cette interview parce que je suis institutrice primaire, donc j'ai fait des études d'instit à Bruxelles et puis j'ai fait un master en sciences de l'éducation, puis j'ai commencé à travailler dans une école à indice socio-économique élevé à Bruxelles. Donc avec des enfants qui ont beaucoup de facilité, qui ont beaucoup d'accompagnement à la maison, généralement. Puis après 2 ans là-bas, j'ai décidé justement d'aller voir un petit peu tout le contraire, donc d'aller dans une école à Molenbeek. Donc c'est une école qui était à indice socio-économique le plus faible qu'il soit, le 1 sur 20, puisqu'à Bruxelles, on cote les écoles à indice socio-économique sur
une cote sur 20. Et puis, après 2 ans d'avoir travaillé là-bas, je travaille actuellement au Maroc, à l'école belge de Rabat. Et là, on est plutôt sur un public de niveau de vie très élevé, avec des enfants très éveillés, des parents dans l'accompagnement de leurs enfants pour la plupart. Voilà. D'accord. Ok, super. Mais écoute, c'est déjà un bon cadre. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va travailler, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, le renforcement positif. Alors, pour que on comprenne le cadre, les raisons qui veulent que je me sois tournée vers toi sont les suivantes. La première chose, c'est que je t'ai entendu expliquer certaines choses par rapport à tes expériences professionnelles sur ce que tu arrives à faire avec un enfant qui part dans une circonstance vraiment négative où il est en retard éventuellement dans sa scolarité et tu arrives vraiment à pouvoir les faire progresser en une année scolaire, voire en un trimestre. Et donc, tu as souvent expliqué que ce que tu utilises, c'est le principe du renforcement positif. Et donc, j'ai envie d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette terminologie du renforcement positif parce que depuis déjà le livre que j'ai écrit sur la communication, je parle de ce que le professeur Dweck de Stanford University appelle le growth mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de croissance. Et en fait, quand elle travaille cet état d'esprit de croissance dans les conférences qu'elle donne, elle explique que ce n'est pas juste une situation dans laquelle on est, mais que c'est un renforcement qui doit se faire de façon régulière et que selon l'approche qu'on va mettre en place, le renforcement peut être en fait bon ou mauvais. Mhm. Donc j'ai l'impression en fait que ce que tu appliques au jour le jour avec ton expérience professionnelle depuis maintenant plusieurs années est un peu la démonstration de cette mise en place de ce qui permettrait d'aider les enfants à pouvoir évoluer vers cet état d'esprit de croissance. Oui. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu peux m'expliquer dans la définition que tu as apprise, dans la définition que tu maîtrises, ce qu'est pour toi le renforcement positif et nous expliquer comment tu l'as découvert ou si tu l'as appris dans tes études, comment ça s'est mis en place? Mhm. Alors pour moi d'abord, le renforcement positif, c'est le fait de valoriser non pas les résultats, mais de valoriser le processus et l'investissement et le sens de l'effort de l'enfant. Mhm. C'est-à-dire que souvent, des enfants qui sont en situation d'échec, ben, ce sont des enfants qui travaillent plus parce qu'ils sont découragés, ils sont en décrochage en fait. Et donc, le renforcement positif, en fait, c'est un peu la clé pour ce genre d'enfants parce que et quand ils sont complètement à la masse, quand ils se comparent aux autres parce que c'est inévitable et qu'ils voient qu'ils ne sont pas du tout dans le coup, voilà, ils ont des points qui sont clairement en dessous de la moyenne, ben, c'est décourageant. Et donc, en fait, il y a tout ce processus, enfin, il y a tout cet élément de motivation qui n'existe plus pour eux. Pourquoi est-ce que je vais travailler si de toute façon, j'y arrive pas? Et donc, il faut recréer la motivation chez eux. Comment créer la motivation? Ben déjà, en fait, en fixant des objectifs atteignables. Donc, moi, je leur dis souvent, tu sais quoi, on s'en fiche des points. Quand ils reçoivent une évaluation, clairement, moi, je suis obligée, administrativement parlant, de mettre un 3 sur 10. Je vais quand même écrire un petit mot encourageant du genre, c'est pas grave, tout va bien, on va y arriver ensemble. Donc, t'accroches pas à ces points-là pour que l'enfant, déjà, ne sente pas qu'il a un 3 sur 10 et qu'en plus de ça, sa prof le descend. Alors comment est-ce que moi je l'ai découvert ce constat-là qu'il faut recréer la motivation et pour ça il faut valoriser les efforts. euh, Eh bien c'est vraiment par la pratique et par l'empathie en fait, hein. Je veux dire, moi je pense que, enfin c'est même pas à travers mes études ou peut-être qu'on me l'a enseigné, j'avoue que comme ça je m'en souviens pas, mais c'est plutôt genre cet effet Pygmalion, enfin ça l'effet Pygmalion on me l'a Voilà, enseigné. exactement. Mais c'est pas, enfin oui, mais c'est pas que ça, c'est pas juste croire en les capacités de l'enfant, c'est pas dire tu vas y arriver, j'en suis sûre, c'est aussi t'inquiète en fait, t'es là, mais c'est ok d'être là. T'as le droit d'être là, t'as le droit d'être pour l'instant à un, mais un vaut mieux que zéro, c'est déjà ça. Voilà, il y a vraiment des enfants, je suis partie avec rien, genre pour parler d'un exemple, j'avais un élève en troisième primaire. Je le récupère après sa première et deuxième primaire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire et il ne parle pas. Par contre, il entend, je pense qu'il comprend, plus ou moins. Mais je récupère un enfant qui est à l'état de zéro, quoi, en termes d'écriture, de lecture et de.
il ne sait pas s'exprimer, il ne s'exprime pas et refuse pendant la toute première semaine de me parler. Donc moi, je suis vraiment face à une énorme montagne, quoi. Je me dis: «OK». Et au lieu d'abandonner cet enfant et de me dire: «Bah, je vais pas y arriver, tant pis», je l'ai pris, comme il était et petit à petit, en fait, je l'ai encouragé. Dès qu'il m'a dit un mot, j'étais là: «C'est super, enfin génial, merci». Et chaque effort, chaque petit pas, chaque petite chose a été extrêmement valorisée. Et je pense que les enfants, comme n'importe quel adulte aussi, a besoin d'être valorisé, félicité, encouragé, et même applaudi. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec certains enfants qui, voilà, il y en avait une qui manquait énormément de confiance en elle. Alors, elle devait faire des affirmations positives devant toute la classe et je demandais aux élèves de l'applaudir presque tous les jours. Et en fait, ben, ça la faisait sourire, ça lui faisait du bien. Et je pense que chaque être humain a besoin de ce renforcement positif qui est les encouragements, la valorisation de l'effort et pas la valorisation du résultat, quoi. C'est pas parce qu'on a 90% finalement que, en plus, on est il y a des enfants qui font 90% et qui sont pas du tout, qui n'ont pas le sens de l'effort, ils ont des facilités. Donc pour eux, 90%, ça vaut, en termes d'effort, ça vaut un 6/10. Oui, Et c'est ah oui. souvent ce que je demande aux enfants, je dis: «À quel point est-ce que tu t'es investi? Sur une échelle de 1 à 10, ton sens de l'effort, il en est où?» «6/10». Je fais: «Ah, ben là, j'attends un 8». Et donc quand je leur parle comme ça, ils sont là genre: «OK, je m'en fiche que tu aies 60%, 80%. Moi, je veux voir que tu te donnes. Je veux voir que tu apprends ce sens de l'effort, à te responsabiliser et c'est ça que je valorise plus que, le résultat, quoi». Super, c'est très, très clair. Merci 1000 fois. Alors, à travers ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que dès que tu as commencé à travailler avec des enfants, tu as tout de suite décidé d'aller dans cette approche-là, de la valorisation positive. Et si tu dis que tu ne l'as pas nécessairement appris à travers tes études, pourquoi? Qu'est-ce qui a nourri cette réflexion à l'intérieur de toi pour te dire: «En fait, je veux valoriser cet enfant parce que je sais que c'est cette manière-là qui va m'aider à le tirer quelque part en avant, à le faire participer plus et peut-être de pouvoir s'investir pour pouvoir lui-même se rendre compte qu'il en est capable». Mmh. Comment est-ce que tu as instinctivement ou qu'est-ce qui a motivé ton choix, en fait? Mmh. Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça avec les enfants? Parce que, bah, ça vient d'un côté très empathique déjà, donc c'est très personnel aussi. C'est mon côté très empathique, mais c'est surtout aussi parce qu'un enfant finalement, on ne peut pas attendre de lui, dès sa naissance ou dès qu'il rentre à l'école, de devenir responsable de ses apprentissages. Ça, c'est un terme très, scientifique, hein, d'être responsable de ses apprentissages, d'avoir la culture scolaire. C'est un terme, qui est homologué scientifiquement. La culture scolaire, c'est ce principe de savoir ce que le prof attend, qu'on ne parle pas en classe, qu'il faut lever le doigt, qu'il ne faut pas se faire remarquer, qu'il faut avoir des 90% pour être bien vu. Tout ça, c'est la culture scolaire. C'est vraiment c'est un peu le métier d'élève, quoi. Mmh. Ben, moi, justement, je me suis dit, ben, il y a des enfants, surtout là où j'ai travaillé, dans des quartiers où les enfants ne sont pas du tout, euh, bah, ils n'ont pas cette culture scolaire, on ne leur enseigne pas, les parents ne leur enseignent pas la culture scolaire. Donc ils débarquent et ils ont déjà cette lacune-là et ce biais-là. Et donc forcément, je me suis tout de suite rendu compte de ça parce que j'ai fait aussi le master en sciences de l'éducation, qu'on a beaucoup parlé de culture scolaire et tout ça. Mmh. Et donc là, forcément, tu te rends compte que ces enfants-là, ils partent avec des lacunes, ils partent avec presque des handicaps, hein, parce que l'école, voilà. Mais c'est aussi parce que je me dis, mais cet enfant, n'importe quel enfant, on ne peut pas attendre de lui d'être responsable dès ses 6 ans, dès qu'il arrive en première primaire. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, il pense d'abord, je veux dire, c'est comme un peu un être humain très élémentaire, quoi. Il réagit à ses pulsions, on le voit très bien dans les cours de récréation, c'est il m'a fait mal, donc je tape, quoi. Il n'y a pas de réflexion de oui, mais on vit dans une société, il n'y a pas ce côté citoyenneté rationnel. Et voilà, il faut penser aux autres. Non, un être humain, un enfant est un être humain un peu, ouais, très élémentaire, qui réfléchit pour lui, pour son bien-être, et forcément, bah, travailler, avoir des bons points quand on a des difficultés ou voilà, des faiblesses, bah, ça va demander un effort. Bah, tous les enfants n'ont pas instinctivement
cette envie, cette hargne ou cette ambition d'aller chercher plus loin. Et puis les enfants aussi, ils ont envie d'abord penser au plaisir avant ce qu'il faut faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi enseigner aux enfants pour qu'ils deviennent responsables de leurs apprentissages. Mhm. Donc je pense qu'il y a tout un chemin aussi à faire de responsabilisation, de c'est quoi l'école, c'est un peu votre métier aussi, qu'est-ce qu'on attend de vous. Il faut aussi parfois le verbaliser parce que sinon l'enfant, bah, en fait, lui, il n'a pas tout ça. Si on lui dit pas, il n'a pas tout ça. Il y en a qui l'ont naturellement. Et donc, les profs ou même les parents peuvent avoir cette impression que parce qu'il y en a qui l'ont naturellement, bah, tous les enfants devraient être comme ça. Mais pas du tout. Il y a des enfants qui ont la qualité d'être très scolaires. Et on le voit, il y a les petits élèves parfaits qui ont des super bons points, qui travaillent bien, qui lèvent le doigt. Il y en a qui sont nickel, mais parce que c'est une qualité. Parce qu'ils ont un tempérament qui fait que. Mais il y a qui fait qu'ils peuvent être comme ça. Mais il y a des enfants qui sont plus impulsifs, qui sont plus espiègles, qui ont plus de choses à dire, qui ont envie de prendre la parole, et c'est propre à chacun. Et donc, ce genre d'enfants vont être plus stigmatisés à l'école parce Mhm. que leur tempérament ne colle pas avec cette culture scolaire. Donc, c'est un petit peu, quand on a cette conscience-là, que tous les enfants ne sont pas nés avec cette conscience d'être responsables, eh bien, il faut leur enseigner ça et je pense que vu qu'à l'école, c'est pas dans le programme, eh ben, on oublie ça. Donc, ça veut dire que tu penses que ce que tu exprimes à l'enfant, qui l'aide à se responsabiliser et à comprendre ce qui est attendu de lui dans le cadre de sa mission d'élève, en définitive, n'est pas suffisamment expliqué par un professeur. Et donc, on attend de façon logique, à partir du moment où un enfant rentre dans une classe, ben, il doit se comporter correctement, mais on ne le conscientise pas sur ce qui est attendu de lui, en fait, c'est ça. Il y a de ça, mais aussi, prenons un simple exemple, un adulte, s'il va au travail, c'est parce qu'il est payé pour ça. Un enfant, il doit aller à l'école tous les jours, il n'est pas payé pour ça. Et en fait, un enfant, il doit aller à l'école, c'est une obligation. Oui. Et la récompense, ça va être les parents qui vont les valoriser parce qu'ils ont des bons points. Finalement, c'est uniquement ça. Donc en fait, ils ont un job pendant 6, 12, 12 ans, je 15 crois. ans de leur vie. De 3 à 18 ans, ça fait 15 ans de leur vie. Pendant 15 ans, ils vont devoir, et même plus, parce qu'après, il y a l'université ou les études supérieures. Donc un enfant, pendant 15 ans de sa vie, il va travailler sans être payé et en étant récompensé de quoi? De félicitations ou de bons points pour passer à l'année supérieure. Et donc, en fait, c'est une logique complètement différente que d'aller au travail. Quand nous, en tant qu'adultes, on va au travail, on sait pourquoi on y va. C'est parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir être libre après de faire ce qui nous plaît avec notre argent. Mais les enfants, ils n'ont pas cette liberté-là. Ils doivent remplir un truc, mais ils comprennent même pas. Enfin, il n'y a pas de motivation pour eux d'aller à l'école, quoi. Je veux dire, ils sont assis. Moi, je le vois et je leur dis souvent d'ailleurs. Bon, il faut pas trop leur dire non plus, mais mes élèves, ils sont assis à leur table 7 heures par jour. Ils m'ont 5 heures par jour, enfin 5 fois 50 minutes, plus encore anglais, plus encore arabe. Et ils ont là-dedans 25 minutes de pause, plus encore 25 minutes de pause et 25 minutes pour manger. C'est horrible. Je veux dire, un adulte. Et après, le pire, c'est qu'on leur demande de faire des devoirs. Donc, comment est-ce qu'un enfant peut avoir ce côté let's go quoi. Enfin, pour moi, l'école, c'est un peu comme faire du sport. C'est dur. C'est le sport cérébral finalement, hein. L'école, apprendre, c'est un Mhm. sport cérébral. Et s'il n'y a pas un objectif à la fin, s'il n'y a pas un objectif qui te motive, pourquoi le faire? Et Mhm. donc, tous ces enfants qui sont en difficulté, qui sont en souffrance parce qu'en fait, ils ont des mauvais points et qu'ils traînent des lacunes parce que ça, c'est horrible. Plus tu avances dans les années et plus tu traînes des lacunes, moins tu vas avoir des bons points et moins tu as de chance, même si tu t'y mets, de réussir. Donc, c'est infect. Et donc, pourquoi ces enfants-là, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de motivation? Pourquoi est-ce qu'ils vont travailler? Mhm. Et moi, c'est ça que j'essaie de recréer avec ces élèves-là, c'est OK, et c'est horrible, hein, je vais donner un exemple actuel que j'ai actuellement en classe qui me déchire le cœur. J'ai un élève qui, voilà, en termes de comportement et en termes d'apprentissage, il est vraiment en décrochage. Voilà, il s'attire un petit peu les foudres des éducateurs, des profs. Il a un petit côté, il a un petit tempérament un peu insolent.
Alors les apprentissages, ça va pas du tout. Il cache ses évaluations à ses parents. Enfin, il est dans une stratégie d'évitement total. Il essaye de... Enfin, il est en décrochage, il a plus envie de travailler, il est découragé parce que ça fait 3 années d'affilée qu'il enchaîne les échecs, qu'il Ah, enchaîne la médiocrité. et il a 11 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, à 11 ans. Et c'est terrible parce que là, j'ai eu réunion de parents, on fait le bilan du premier bulletin, il a 2 échecs au bulletin et le reste des points n'est pas incroyable. Et la maman pleure devant son fils en étant complètement désespérée et en disant c'est pas grave, on va tourner la page et on va aller dans une école marocaine, c'est fini. Moi, je ne paye plus l'école belge pour que mon fils ramène des points comme ça, donc c'est pas grave, on va aller à l'école marocaine, c'est fini. Et en gros, cet enfant qui enchaîne déjà l'échec se retrouve avec sa maman qui pleure, qui est désespérée et qui lâche l'affaire, qui jette l'éponge et qui n'y croit plus. Alors là, alors là, c'est Comme là que découragement. j'ai dit OK. Et dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Je me suis dit OK. On est dans une situation tellement dangereuse pour l'estime et la confiance en soi de l'enfant qu'on va switcher. Et j'ai dit à la maman, ne vous inquiétez pas, il a fait des efforts. Donc déjà, moi, j'arrête tout de suite les remarques négatives et on fait que des remarques positives parce que même la mère a besoin d'entendre des remarques positives. Donc déjà, on ne commence plus qu'à valoriser ce qui va bien. On ne parle plus de ce qui va mal. S'il y a un truc qui va pas bien, si cet enfant à l'avenir va faire une bêtise ou quoi, je lui parlerai gentiment et je lui dirai c'est pas grave ce que tu as fait, mais c'est quand même embêtant et tu dois plus recommencer ça. Je pense que là maintenant on atteint un stade où tu dois vraiment faire attention à ton comportement. Maintenant tu sais que tu n'as plus le choix, c'est qui tout double. Mais il faut pas l'enguirlander, il faut pas le violenter verbalement et vraiment se fâcher sur lui avec de la colère, quoi. Genre lui vomir une émotion de colère sur lui parce qu'il n'en a pas besoin. C'est juste destructeur. Et donc maintenant, cet enfant, à chaque fois que je le vois lever la main ou pas. Quand il y a un truc facile à faire, je l'envoie au tableau et on le félicite tous. Je dis mais super, bravo, etc. Et encore l'autre jour, hop, on l'a applaudi tous, on était là, mais génial, bravo, quoi, c'est terrible, c'est top. Dès qu'il a une évaluation où il est sur du 60%, moi je mets super, bravo, des petites étoiles autour de ses points parce qu'il doit visuellement voir que c'est OK en fait. Il a peut-être pas 9 sur 10, il a peut-être 6 sur 10, mais c'est génial, c'est Mais bon. pour lui, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et Il a fait un et effort. adapter l'attente à du 60% parce que on s'en fiche du 90%. Là, ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent. Et on veut qu'ils se remettent au travail. Qu'il n'abandonne pas, exactement, Oui, effectivement. Qu'il retrouve de la motivation. c'est ça. Et je pense que les enfants fonctionnent tous par l'affect. Un grand moyen de les mettre au travail, c'est aussi d'être doux avec eux, de les écouter, d'entendre leur peine et voilà, de s'adapter aussi à eux. Moi, quand je suis en réunion de parents et que je donne donc je donne le bulletin, je déteste ce moment parce que c'est un peu genre, voilà les points. Et on doit parler du bulletin. Moi, je suis là, bon, décrochons-nous un petit peu des points. Moi, mon ressenti par rapport à tel enfant. Donc, je parle pas des points. Je commence pas à dire machin. Je peux dire, voilà comment j'interprète la globalité des résultats. Et alors, j'exprime plutôt, on sent que c'est un enfant qui a des excellents résultats, mais son sens de l'effort, on n'y est pas. Donc, en fait, peu importe qu'un enfant ait un très bon bulletin, un moyen bulletin, un mauvais bulletin, quel est son sens de l'effort? Et donc, on valorise ce qui peut être valorisé. C'est ça le principal. Donc, voilà, c'est un peu la OK. valorisation du progrès et des efforts, quoi. Alors, je vais rebondir sur une information que je sais forcément, puisque nous parlons, toi et moi, parfois. Tu m'as dit il y a quelques mois, à la fin de l'année précédente, par rapport à un élève que tu as vraiment Oui. sauvé, on va le dire comme ça. Il faudra que tu expliques pourquoi je dis sauvé, ce qui t'a été dit quand on t'a mis cet enfant dans ta classe. Il est sorti en ayant réussi. Et tu m'as dit quelque chose à ce moment-là, tu m'as dit, je sais que tout ce qu'on a mis en place cette année-ci a vraiment aidé cet enfant à pouvoir retrouver de la valeur en lui-même. Mais tu m'as dit, j'ai des craintes parce qu'il va passer dans le secondaire, il va rentrer dans une dynamique différente avec des professeurs qui n'ont pas cette attitude nécessairement. Et tu avais des craintes par rapport au fait que c'est fragile, ce genre de renforcement éventuellement qui peut être détruit par d'autres. Est-ce que tu as déjà pu observer comment un enfant arrive, grâce à ce renforcement positif, à malgré tout progresser, même si
l'environnement est peut-être moins favorable? Ou est-ce que l'environnement va éventuellement influencer très fort la reperte de confiance qui peut arriver chez un enfant qui a éventuellement déjà subi des situations difficiles? Il y a beaucoup de questions, donc je vais Oui, essayer je de sais. retracer d'abord le parcours de cet élève. Donc cet élève, je l'ai récupéré pour sa fin de primaire et il avait vécu une année précédente. En gros, on lui a dit, c'est ta dernière chance. Mmh. On te donne cette prof, c'est ta dernière chance avec elle. Si ça marche pas avec elle, ça marchera avec personne. Donc la directrice m'a mis cet élève parce qu'elle pensait que j'avais le tempérament qui allait lui convenir aussi. Et effectivement, elle a vu juste puisque ça a vraiment fonctionné entre lui et moi. Alors pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Parce que cet élève-là, il avait été avec une prof l'année précédente qui le mettait dehors tout le temps. Il a passé son année dehors tout le temps. Il a fait beaucoup de bêtises, hein, certes, voilà, il n'était pas innocent non plus dans l'histoire, mais la prof avait du mal à gérer les enfants qui sont difficiles. Donc, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de travers, qu'il prenait trop de place, elle le mettait à l'écart et il se retrouvait seul. Et donc, forcément, en fait, d'être comme ça, rejeté, éjecté, ça crée c'est comment dire, un élément qui va amplifier ton manque d'estime et surtout l'image que tu as de toi-même que tu es nul, tu ne vaux rien, tu es un mauvais élève. Mmh. Puisque de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras mis dehors. Mmh. Parce que si les enseignants, les adultes, quand ils pensent qu'un enfant est mauvais, ben, en fait, il y a un amplificateur, quoi. Dès que cet enfant va faire quelque chose, ils vont réagir tellement plus fort que si c'était oh, l'enfant parfait, bon, tu arrêtes hein, maintenant. Non, toi, c'est va dehors. Tu me Mmh. fatigues, j'ai même plus envie de te voir. Ouais. Et donc, il y a vraiment ce renforcement négatif qui se met en place. Mmh. Et donc cet élève, je l'ai récupéré. Il a commencé à avoir ce comportement avec moi dès le début d'année. Et moi, je pars du principe que voilà, je n'écoute pas ce qui s'est passé dans le passé. Je te regarde tel que tu es. Et tout de suite, il a essayé de me mentir, il a essayé de tricher, il a essayé de machin. Et je lui ai dit, écoute, là, tu dois faire un choix. Moi, je te connais pas. Donc, tout ce que tu vas me donner, je vais l'enregistrer. Et du coup, même les autres enfants ont dit, non, allez, recommence pas comme l'année passée et tout, sinon ça va très mal finir et tout ça, ça va recommencer. Donc, même les autres lui disaient, mais ne perds pas cette nouvelle chance, quoi. T'as une nouvelle prof, gâche pas tout. Et là, du coup, il a fait un choix dès le début d'année. En gros, il était en train de mentir, il avait un truc en dessous du banc et je lui ai dit, qu'est-ce que t'as en dessous du banc? Je m'énerve même pas, juste t'as quoi en dessous du banc? Et là, je le teste. Je vois qu'est-ce qu'il va choisir comme chemin, le bien ou la facilité, me dire la vérité ou mentir. Et là, au début, il a commencé un peu à vouloir mentir. J'ai dit, attention, choisis vraiment la réponse que tu vas me donner parce qu'elle est vraiment importante. Qu'est-ce que tu avais en dessous du banc? Et il a fini par me dire la vérité. Et au lieu de l'enguirlander, de me fâcher sur lui, j'ai dit, ok, ben, j'apprécie. Merci de m'avoir dit la vérité. C'est important pour moi. Donc, c'est bon, tranquille, c'est pas grave. Et j'ai minimisé la gravité de ce qu'il venait de faire. Et c'est le réflexe que j'ai commencé à faire avec tout ce qu'il faisait. Dès qu'il faisait une bêtise, et il faisait des bêtises, mais bêtes en plus, quoi. Il faisait des boulettes de papier et il les jetait sur le plafond des toilettes. Je les récupérais et au lieu de dramatiser, au lieu de grossir ce truc en mode mais c'est quoi encore cette bêtise, je disais mais pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt? Et il me disait je sais pas. Je crois que parce que tu as juste l'habitude de faire des bêtises. Et si t'arrêtais? Parce que vraiment c'est inutile, qu'est-ce que ça t'apporte? Et calmement, j'essayais de lui démontrer que ça n'avait pas d'intérêt, ça ne lui rapportait rien. Et donc tranquillement, il a commencé à minimiser, enfin à diminuer ses bêtises. Et surtout, au début de l'année, il était toujours le banc à côté de moi. C'était un enfant qui demandait énormément d'attention. Et au lieu d'être un petit peu agacé par ça et de lui dire oh tu m'agaces, arrête de parler, arrête de me demander toujours 14 000 trucs, arrête de te lever tout le temps pour venir me demander quelque chose, je lui ai dit tu sais quoi, viens près de moi, tu veux me demander quelque chose, demande-moi tout ce que tu veux. Et en fait je l'ai accepté, je lui ai dit oui, oui je suis là pour toi, oui tu es extrêmement agaçant mais je suis là. Et je lui disais hein, je fais tu es extrêmement agaçant hein, mais c'est pas grave hein, vas-y hein, qu'est-ce que tu veux encore, et on le tournait à la rigolade. Et du D'accord. coup lui ça le faisait rire, donc il savait qu'il était agaçant,
mais il savait que j'étais là pour lui et qu'il pouvait me demander ce qu'il voulait. Ce qui est très généreux. Et, et c'est ça. Et donc, ça demande aussi beaucoup de temps de soi-même, hein. Mais ça, c'est le métier de prof. Je veux dire, si on n'est pas prêt à donner son énergie pour les enfants, et Dieu seul sait qu'il nous demande beaucoup d'énergie, faut pas faire ce métier, vraiment. Après, on a tous des jours avec et des jours sans. Moi aussi, j'ai des jours Sûr. sans. Juste, je le dis aux enfants. Je dis, écoutez, moi, aujourd'hui, il faut pas trop m'en demander, quoi. Ouais. C'est pas mon jour. Et puis, au point où, en fait, cet enfant ne voulait plus être devant. Il m'a dit, c'est bon, je suis tout le temps devant, je suis tout le temps la place de devant. Les enfants n'aiment pas être à la place de devant. Non. Du coup, je lui ai dit, pas de souci, tu m'améliores un petit peu ci, tu m'améliores un petit peu ça, t'apprends à ranger ton banc, t'apprends à moins parler avec les gens à côté de toi, et je te mettrai peut-être dans le fond, ou en tout cas à une autre place que devant. Et en fait, c'est devenu son petit objectif à lui. Et Hmm. donc, un simple truc, on se concentrait même pas sur ses points, hein. J'étais même pas, on s'en fichait, ses points, ses apprentissages, il était complètement dispersé. Je pense que clairement, il avait un vrai trouble de l'attention. Mais donc, on se concentrait juste sur son comportement, sur sa culture scolaire, en fait, hein, uniquement ça. Et j'arrêtais pas de lui répéter, attention, l'année prochaine, tu es en secondaire. Je lui donnais souvent l'exemple de son prof d'anglais qui était très, très strict. Je lui dis, lui, tu n'auras que des profs comme ça l'année prochaine. Ils vont tous être super stricts, ils vont tous te mettre dehors si tu es trop agaçant. Donc, tu dois être stratégique. Tu ne dois pas forcément changer. Reste la personne que tu es. Juste adopte un comportement stratégique. Donc déjà, j'utilisais le mot stratégie et pas soit un bon garçon, soit Oui. un bon élève. Juste, reste comme tu es. Tu es comme ça, tu vas pas changer et tu dois pas changer. Tu es un petit garçon formidable et donc aussi, je le valorisais très fort là-dessus, Mhm. dans l'affectif, hein, énormément que c'était un garçon drôle, qu'il était sympa, il était extrêmement attachant. Et je lui disais, par contre, tu sais à quel point tu peux être envahissant et c'est pas grave, c'est ok, mais juste comprends que certains profs, ils n'acceptent pas ça. Tu Mhm. l'as testé, tu l'as vécu l'année passée. Donc, tout en faisant attention aux mots qu'on utilise, on prend l'élève par un certain côté en lui disant ce n'est pas ton identité qui pose problème, c'est juste ton comportement. Tu dois juste faire attention à ci, à ça, etc. Et au final, au fur et à mesure de l'année, je lui ai donc j'ai respecté aussi mes engagements, donc je l'ai changé de place jusqu'à ce qu'il finisse dans le fond de la classe. Et étonnamment, en le mettant dans le fond de la classe, il ne parlait plus, il était tout à fait zen. Il était bien, il faisait plus aucune bêtise. Alors certes, il se concentrait pas forcément sur ses apprentissages, mais je valorisais le fait que quand il était là, il était zen. Et en fait, on sentait aussi qu'au niveau, donc ça c'est la directrice qui me l'a dit, que son corps physiquement, qu'il était, et avant il était Ouais, comme ça, tranquille. Ouais. qu'il était bien, qu'il était détendu. Et en fait aussi, je lui ai accordé de la confiance. Je lui ai fait confiance. J'ai cru en lui. Et je lui ai donné le cadeau que je lui avais promis. Je lui ai donné la liberté que je lui avais promis. C'était, tu arrêtes de trop parler, tu fais des efforts par rapport à tel point, tu auras une récompense, tu seras récompensé. Et c'est pas une récompense genre qui n'a rien à voir avec le sujet ou du progrès. C'est vraiment, tu veux aller dans le fond de la classe, tu veux avoir une place normale comme les autres. Montre-moi que je peux te le donner. Montre-moi que tu es capable de le recevoir. Donc c'est une récompense qui a du sens aussi. Mhm. C'est pas si tu fais les choses bien, je te donne des bonbons. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est tu gagnes en liberté quand tu montres que tu es capable de faire ce que tu dois au moment où tu dois le faire. Oui, quand tu prends en autonomie quelque part aussi. Oui. Ouais. Mhm. Et donc, au fur et à mesure, on a travaillé sur différents points. Et aussi par rapport aux parents, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. J'avais deux champs de bataille, hein. J'avais le champ de bataille de l'élève et en fait, il y a aussi le champ de bataille des parents. Parce que les parents sont tellement durs dans les mots qu'ils peuvent avoir devant leurs enfants. C'est ben là, à ma réunion de parents, j'avais une boîte de mouchoirs sur la table parce que soit c'est les parents, soit c'est les enfants qui pleurent, hein. Et il y a vraiment des émotions qui sortent et tu te dis, mais c'est effrayant. Et moi, je demande toujours aux parents de venir aux réunions de parents avec l'enfant parce que je veux voir. La Je veux voir dynamique. le lien, je veux voir ce qui se passe. Et je m'adresse souvent que aux enfants. Je dis, voilà mon interprétation de ton comportement. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou est-ce que tu te reconnais pas trop? Je demande l'avis de l'enfant parce que je veux que devant son parent, il se responsabilise. Et souvent, ils disent la vérité, hein. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils sont honnêtes avec moi. Et alors, parfois, on a des parents qui sont tellement cassants, tellement durs. Et donc, avec cet élève en question, la maman était désespérée, elle ne venait plus aux réunions de parents. Elle était, elle aussi, dans une stratégie d'évitement total parce qu'elle avait presque honte de Mhm. son fils.
Et en fait, là, on a commencé à faire des réunions toutes les 2 semaines, entre la directrice, moi, la maman et l'enfant. Et en fait, on n'était que valorisantes. Donc la directrice et moi, on avait une stratégie, c'est on va être que valorisante. On va être positive et on va avoir que le positif. On va avoir un petit carnet, on va noter toutes les choses que Youssef a faites bien. Et on va mettre à chaque fois un nouvel objectif et on va faire du renforcement positif. Cet enfant, il avait Incroyable. besoin de ça. Il avait besoin juste d'entendre du positif sur lui. Et je suis sûre que même si c'était pas vrai et qu'il savait qu'il n'avait pas bien rangé son banc et qu'on le disait, ben, parce que finalement, qu'est-ce que c'est de ranger son banc? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut toujours pointer du doigt comme ça? Je dirais des gens qui sont bordéliques et pourtant ils réussissent très bien leur vie. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on fait des fixettes aussi parfois sur certains points? Oui. Donc, bah voilà, on était valorisante, on donnait que du positif. Et résultat, la maman ressortait de cette réunion en étant soulagée, parce que les parents aussi, en fait, les réunions de parents, c'est très stressant pour eux d'entendre des choses sur leurs enfants. Et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est être fiers de leur enfant et pouvoir avoir l'esprit tranquille. Donc, en tant qu'enseignante, j'estime que c'est aussi important de valoriser l'enfant devant le parent pour qu'ils rentrent chez eux en se disant: ah, ok, donc ces 3 derniers mois, mon enfant, il est au top et ça se passe bien et sa maîtresse est contente, quoi. Et donc, du coup, eux, ils se détendent aussi face à leur Mhm. enfant. Mhm. Et donc, la maman de cet élève-là, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est vraiment déstressée, elle était hyper contente, elle était fière de son fils et elle l'écrivait parce qu'on avait tout le petit cahier. Et elle a écrit: je suis fière de toi, mon fils. Et des jolis mots comme ça que du coup, il a gardé ce carnet, il le gardera toute sa vie puisque c'est une trace qui reste. Et c'est important, quoi. C'est important de faire des petites choses comme ça où juste tu ne vois que le positif et tu oublies le négatif Ouais, parce que c'est d'accord. bon. Donc OK. là, moi, actuellement, j'ai un élève qui est dans cette posture-là, en décrochage total. Moi, maintenant, j'ai compris. On va oublier le négatif, on va être dans l'empathie un maximum, on va être dans l'affectif et on va aller valoriser tout ce qui peut être valorisé et ne plus casser quoi que ce soit. Même si l'élève fait quelque chose de mal, c'est toujours lui parler avec bienveillance, jamais dans la colère, pour lui montrer que voilà, tu as fait quelque chose de mal, c'est pas grave, je suis pas fâchée contre toi, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. On relativise et on valorise ce qui va bien. Parce que l'enfant en a besoin. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va retrouver de la motivation et en fixant des objectifs atteignables et en valorisant le progrès. Pour moi, c'est ça, c'est juste ça. Alors, dernière partie de la question que je t'avais posée, ce fameux élève que tu avais Oui, aidé l'année dernière et qui est donc parti dans le secondaire oui, aujourd'hui, oui. est-ce que tu l'as observé récemment? Est-ce que tu vois si ce renforcement positif que tu avais vraiment mis en place avec sa maman aussi, éventuellement la directrice, qui avait permis à cet enfant de réussir, de terminer son année correctement, est-ce que ça l'aide aujourd'hui à pouvoir faire face aux défis dans lesquels il se trouve? Oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que cet enfant restera toujours comme il est. Il a un tempérament qui prend de la place. Il est comme il est. Et il a aussi sa vie privée, son vécu. Malheureusement, il n'y a rien à faire quand on passe du primaire au secondaire. Les profs n'ont pas les enfants beaucoup d'heures par semaine, donc ils n'ont pas le temps d'apprendre à les connaître et d'adapter aussi leur comportement à chaque enfant. En plus, en secondaire, ils ont beaucoup plus d'élèves, donc il y a vraiment ce côté très impersonnel. Mmh. J'avais préparé cet enfant à ça. Je lui avais dit, voilà, les profs, ils n'ont pas le temps d'apprendre à te connaître, d'apprendre ta vie et ton contexte. Donc, et un comportement stratégique, ne l'oublie pas. Donc, oui, clairement, ça va mieux. Il fait beaucoup moins de bêtises qu'avant. Cool. Donc, avant de m'avoir eu, il était intenable. On ne savait pas le mettre dans une classe, il était insupportable. Mmh. Maintenant, il est affectueux, enfin, il est, comme on dit, attachant. C'est-à-dire que j'ai quelques contacts avec sa prof de français, qui est sa titulaire. Elle me dit clairement, c'est un enfant qui est fatigant, mais il est attachant. Donc, heureusement, on sent qu'il arrive à quand même diminuer un maximum les petits côtés qui peuvent être problématiques dans son Ouais. comportement avec l'école. Néanmoins, ça reste qui il est et je pense qu'il y a rien à faire quand on est comme ça, quand on a une histoire comme il en a une, parce qu'il a une histoire très très lourde derrière lui. On ne change pas les gens et cet élève ne va pas changer. Mais les profs, c'est vrai, en secondaire, il y a ce côté, enfin, il y a aussi beaucoup de profs qui sont très rigides, Mmh. qui, ne, qui sont plutôt savants, mais pas très pédagogues. Non, Et c'est pas grave, effectivement. il faut tout pour faire un monde, hein. On ne peut pas avoir des enseignants parfaits et je les blâme pas non plus.
Mais malheureusement, c'est aussi aux enfants d'avoir les stratégies. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cet élève-là, c'est de lui dire, non, les profs, ils vont pas s'adapter à toi. Non, bien sûr. Donc, tu dois apprendre à être stratégique, tu dois apprendre cette culture scolaire, tu dois apprendre ce comportement idéal à avoir pour au moins ne pas te faire remarquer. Et puis en plus, tu dois aussi étudier et avoir des bons points. L'école, ça va pas être facile pour toi parce que tu as un caractère qui fait qu'on va plus te remarquer et que tu peux agacer les profs. C'est pas que tu poses problème, c'est juste que le système est comme ça et que dedans, c'est pas épanouissant pour toi. Et Non. que d'autres gens qui sont plus scolaires, ben, pour eux, c'est plus facile. Ouais, exact. Mais du coup, je ne sais pas parce que ça ne fait que 3 mois. Ouais. En fait, il faut voir plutôt sur plusieurs années ou même une année complète, voir si cet enfant. Alors, moi, quand je le croise, il m'a l'air épanoui, il m'a l'air Ouais. heureux, il est souriant. Dès qu'il me voit, il me fait un câlin. Et bah, du coup, ça me touche aussi parce que je sens qu'il m'a pas oublié, que ça c'est resté un moment très fort pour lui cette année. Il m'a Mhm. beaucoup remercié et il a été très reconnaissant par rapport à l'aide que je lui ai apportée. Alors, c'est pas que je me lance des fleurs, mais je me dis: «OK, c'est que ça a vraiment impacté cet Oui, enfant oui, et qu'il a bien sûr. retenu. Il a retenu vraiment les choses que j'ai essayé de lui transmettre Mhm. et l'enseignement au niveau du comportement que j'ai essayé de lui transmettre. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est épanoui. Maintenant, à voir, parce qu'il y a rien à faire, il y a le comportement qui se mêle aux résultats scolaires. Voilà, c'est Faudra voir l'école, comment. c'est Ouais. un système très complexe où on n'est pas tous capables de s'épanouir dedans. En plus de ça, il y a l'adolescence, donc voilà, c'est Ça beaucoup me... trop de variables, donc à voir dans une année, quoi. D'accord, ok, super. Mais merci, c'était un beau témoignage en définitive de réalité que tu vis et que tu pratiques de façon mais constante, parce que c'est un cas de figure que tu as eu l'année dernière, mais tu disais déjà précédemment que tu avais aussi encore un élève qui est un peu aussi en décrochage et qui a plus de difficultés cette année-ci. Alors, j'ai envie aussi que tu nous expliques cet autre élément, en fait, que tu as déjà abordé quand tu racontes certaines choses dans tes pratiques professionnelles, sur le renforcement positif que tu mets en place pour créer une unité dans une classe, pour créer une équipe qui se renforce et qui se soutient plutôt qu'une compétition constante entre les élèves. Et je voudrais que tu nous expliques un peu ce choix que tu fais en fait, pourquoi tu ne cultives pas cette compétition, ce que tu trouves d'important dans la création de cette équipe et de ce renforcement, et ce que tu penses que ça apporte aux élèves entre eux. Mhm. Alors, ça c'est très personnel, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment une conscience citoyenne qui est très forte, très élevée. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, que je suis un citoyen de ce monde, que je rêve d'un monde où on est tous des êtres humains civilisés avec un esprit critique, capables de ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais de pouvoir cohabiter. C'est un peu mon idéologie, ben déjà c'est ce qu'on m'a enseigné, c'est ce qu'on nous enseigne tous, de savoir vivre ensemble en paix, nous sommes tous différents mais tous égaux. C'est quand même un peu la base de ce qu'on nous dit en tant que citoyens. Bon, moi, ben, j'ai quand même un tempérament qui fait que j'ai ces qualités très humaines. Hein. J'ai ce tempérament-là. J'ai un côté très, très humain, très empathique. Mon empathie, je suis quelqu'un d'hypersensible et donc mon empathie, elle est très, très développée. Du coup, déjà, c'est ce qui m'aide à aller vers les enfants et à comprendre leur vécu, leur histoire et à essayer de sentir ce dont ils ont besoin. Mhm. Du coup, c'est ce que j'essaye effectivement de développer dans le groupe classe. Donc, quel est cet objectif? C'est de créer effectivement un groupe classe où les enfants deviennent empathiques les uns avec les autres. D'ailleurs, mes élèves cette année connaissent déjà très bien ce mot, l'empathie. Chaque semaine, on doit faire un cercle de parole régulé. Donc, c'est d'ailleurs dans le règlement de mon école, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Le principe, c'est une sorte de conseil de classe, mais on ne va pas parler du système de la classe, on va juste parler des problèmes, on va parler des conflits. Chaque enfant va parler voilà, est-ce que tu te sens bien? Alors oui, moi ça va aujourd'hui. Ok, et toi? Alors moi j'ai un problème. Il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a bousculé dans la cour et vraiment ça m'a vraiment énervée parce qu'il ne s'est pas excusé et tout ça. Donc les règles de ce cercle de parole, c'est qu'on ne peut pas citer de prénom pour que justement les enfants s'expriment, que les personnes qui sont coupables, qui sont visées, ne se sentent pas coupables, que les autres ne cherchent pas à savoir qui c'est,
Mhm. qu'en fait, on se concentre juste sur l'émotion de la personne. Ben, moi, je me suis sentie énervée parce que cette personne m'a poussée. Et l'idée, c'est que les autres élèves, pas moi, les autres élèves essaient de trouver une solution, essayent de verbaliser le problème et la solution. Donc, par exemple, je dis souvent, et ça, c'est vraiment l'enseignement que je veux que les enfants apprennent pour aujourd'hui, mais aussi pour devenir des bons citoyens, des bonnes personnes. C'est ça aussi que je leur dis. C'est Mhm. dans quel monde est-ce qu'on a envie de vivre finalement. Prenons l'exemple d'on est dans une cour de récréation et un enfant pousse un autre. Il y a deux cas de figure. Le premier, qui est le plus courant, l'enfant, on va les appeler. Donc on a Youssef qui se fait pousser par Amine. Ok. Youssef est poussé, donc il a mal, il est tombé et il s'est même écorché le genou. Amine n'en a que faire, il est en train de jouer à touche-touche et puis du coup il part et il n'a il ne regarde pas Youssef, il en a rien à faire Amine, donc il continue de jouer et Youssef il est là, il est en colère quoi parce qu'on l'a poussé, il avait rien demandé, il était tranquille, peut-être qu'il faisait un truc calme en plus et on le pousse et en plus de ça il est blessé. Donc lui, il a mal au genou, donc il clopine jusqu'à l'infirmerie, il doit se soigner tout seul et il doit se débrouiller tout seul. Et il a cet énervement qui reste en lui. Ça, c'est le premier cas de figure, en fait, où chacun agit très égoïstement. Et Amine est très égoïste. Et si, par exemple, Youssef va voir un professeur et dire « Mais Amine m'a poussé !» Amine, s'il est égoïste, il va dire « Oui, mais j'ai pas fait exprès. » Et en fait, du coup, il se déresponsabilise complètement Mhm. du genou blessé de Youssef Mhm. et de son énervement. Et ça, j'enseigne aux enfants que c'est le comportement qu'il ne faut pas avoir. Jamais. Dans la cour de récréation et dans la vraie vie. Quand on joue à touche-touche, qu'on est là, qu'on est bien, on vit une super journée, mais malheureusement, sans faire exprès, on Un a petit blessé accident quelqu'un. arrive. Et en plus de ça, on l'a énervé parce que la personne, elle était là, elle était tranquille, elle fait sa vie. Elle, je sais pas moi, elle fait de l'aquarelle. Et puis on a Youssef qui fait de l'aquarelle, se fait pousser par Amine qui vit sa best life. Et puis Amine n'a pas fait exprès, certes, mais il l'a blessé. Il l'a blessé et il l'a un peu choqué aussi, parce que Youssef, il s'y attendait pas, quoi. Et donc, quel est le rôle de Amine? C'est pas de prendre la responsabilité de toute la culpabilité et dire je suis coupable, je suis un méchant garçon parce que je l'ai poussé, je lui ai fait mal. C'est pas ça. C'est de dire mince, je t'ai poussé, empathie, j'essaie de te comprendre. Ben oui, t'es blessé, mince, c'est moi qui t'ai poussé, j'ai pas fait exprès, donc je me déresponsabilise de la culpabilité mais je me responsabilise face à la blessure que je t'ai faite. Et il faut que je la répare. Et donc, je vais t'aider, je vais m'assurer que tu vas bien, je vais m'excuser, même si je ne suis pas coupable. C'est juste s'excuser pour le mal qu'on peut faire aux autres sans faire exprès. Et d'accompagner le petit Youssef à l'infirmerie, de voir que tout va bien. Et là, le Youssef en question, il sera tout content, il n'y aura pas de conflit, il aura le cœur léger et il se sentira compris et aidé. Et c'est ça que je veux développer entre les enfants. Bah oui, entre les enfants dans la classe, je veux qu'ils apprennent à s'excuser quand ils ont blessé quelqu'un, même s'ils n'ont pas fait exprès. Et ça, c'est pour moi la base. C'est savoir juste reconnaître, je t'ai blessé, eh ben, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, non, c'est bon, merci, j'avais juste besoin d'excuses. Ou alors, bah, je sais pas, genre, voilà, là, t'aurais pu m'emmener à l'infirmerie, genre, ok, c'est vrai, t'as raison, j'aurais pu faire ça pour toi, j'aurais pu m'arrêter 2 secondes de jouer à touche-touche pour juste réparer l'erreur que j'ai faite. C'est une erreur. Ça nous arrive à tous. Oui, bien Et sûr. c'est vraiment un enseignement que j'essaye de développer, quoi. Euh, donc cette empathie, en fait, cette espèce de... On ne doit pas endosser la culpabilité, il n'y a pas de gentil et de méchant. Il y a juste des erreurs qu'on fait, des erreurs de communication, des erreurs physiques où on se pousse dans la cour de récré, parce que finalement les enfants, c'est très primaire. Donc en fait, on a vraiment des exemples de la vie courante de manière très brute, hein, des enfants qui se poussent entre eux et oui, mais j'ai pas fait exprès. Finalement, c'est l'image de ce qui se passe dans la vie d'adulte, hein. Oui, Mais exact. là, c'est plus des problèmes de communication. Et je pense que si on apprend aux enfants déjà à cet âge-là à comprendre que, bon, je m'arrête 2 secondes dans ma super vie parce que je t'ai blessé et il faut que j'apprenne à m'excuser et à écouter que toi, tu as vécu ça comme ça. Bon, moi, j'ai pas fait exprès, mais quand bien même, tu as été blessé. Moi, je sais que je suis pas coupable, j'ai pas fait exprès, je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'ai fait quelque chose qui a pu te blesser. Je vais réparer, je vais soigner, je vais prendre soin. Et après, comme ça, on peut tous continuer notre vie Exact. sainement et dans la joie et dans la bonne humeur. Et si on faisait tous ça, si les adultes faisaient tous ça, franchement, on vivrait dans un monde bien plus en paix, quoi.
parce Oui. qu'on se tolérerait plus, et c'est ça que j'essaye d'enseigner aux enfants, j'essaie de créer des bons citoyens de demain, j'essaie de créer des citoyens qui vont être empathiques, qui savent dire pardon sans se culpabiliser. Et c'est vraiment ça que à chaque fois, je parle beaucoup de ça avec eux, quoi. Et tu vois des changements s'opérer? Oui, 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 oui. tout à fait. Parce que, bah, déjà au cercle de parole régulé, ils ont cette tendance, donc quand par exemple, un Youssef, va dire, «Ben voilà, j'ai été poussé et cette personne m'a poussé, elle m'a même pas aidé», je vais avoir plus tendance à avoir le Amine en question qui va dire: «Ben en fait, c'est moi et je tiens à m'excuser». Donc en fait, maintenant, c'est un peu devenu une mode. Mes enfants se reconnaissent et se disent: «Voilà, c'est moi et je m'excuse, sincèrement». Cool. Et alors à chaque fois, bon, on a aussi parfois des petits moments, on a des filous qui s'excusent et puis qui recommencent. Donc ça, je le vois aussi, «Je m'excuse», je fais le gentil et puis en fait, j'apprends pas derrière. Je fais: «Oui, mais tu t'excuses de quoi?» Et donc parfois aussi, je vais chercher un peu plus loin et je fais: «Toi, si on t'avait fait ça, voilà». Et donc en sixième primaire, parce que moi j'ai des P6, donc des 11-12 ans, les enfants commencent à devenir très durs les uns avec les autres, très, très ingrats. J'ai un exemple très concret récemment. Une élève, on va l'appeler Nadia. Nadia, il y a quelques semaines, donc Nadia est en surpoids et Nadia, au conseil, au cercle de parole, a dit: ben voilà, moi j'ai très mal vécu un moment parce qu'on a parlé de mon poids et je suis complexée. Donc je veux qu'on ne touche pas à ça, on ne touche pas à mon poids, on n'en parle pas. Ça m'a permis de faire un petit, d'expliquer aux enfants c'est quoi la grossophobie, qu'on ne parle pas du poids des gens, qu'ils soient minces, qu'ils soient gros. C'est totalement personnel et on ne parle pas de ça. On ne commente jamais le poids de quelqu'un. Oh, t'as minci, oh, t'as grossi, jamais. On ne sait pas ce que ça peut impacter parce que c'est un attrait physique, bref. Et donc, cette Nadia qui avait vraiment vécu ça très très mal, eh bien, très récemment, alors qu'elle s'était fait un petit peu harceler par rapport à son poids, eh bien, elle est devenue harceleuse d'une certaine manière pour un autre aspect. Et donc, il y a un élève dans la classe qui est un petit peu la tête de turc, le petit bouc émissaire. Donc, je travaille déjà avec lui pour qu'il change son attitude et qu'il sorte de son attitude de victime. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, Nadia s'acharne un petit peu sur lui. Alors, s'acharner, c'est peut-être un mot un peu trop fort. Elle aime bien le taquiner pour faire rire les autres. Et qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle a touché cet élève qu'on va appeler Mehdi. Elle a touché Mehdi et elle a fait: ah, c'est dégueulasse. Alors, elle a pris de l'antibactérien et elle s'en est mise sur les mains. Donc, forcément, cet enfant me parle de ça. Mehdi me parle de ça. Je me dis: ça, c'est horrible. C'est du harcèlement. Parlons net, parlons clair. Harcèlement. Parce que c'est pas la première fois. Et donc, en cercle de parole régulée, clairement, elle lève la main, elle dit: c'est moi, mais j'ai pas fait exprès, c'était vraiment pas pour ça que je ne voulais vraiment pas faire ça. Et donc, elle assume pas du tout qu'elle est Non. en train de faire ça méchamment. Elle a juste dit: ah non, non, c'était vraiment un hasard, je te touche, puis j'utilise mon antibactérien, c'était vraiment du hasard. Pas de chance pour elle. Les enfants sont très forts dans la délation à cet âge-là. Et donc, j'ai une élève qui dit: non, non, madame, par contre, elle me l'a vraiment dit que ça la dégoûtait, qu'elle mettait de l'antibactérien parce qu'elle avait touché ce garçon, quoi. Et là, du coup, très gênée, et elle continue de mentir: non, 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 non. Je fais: stop, là, soit tu t'enfonces encore plus dans ton mensonge, soit tu sors tout de suite. C'est vrai que c'est difficile, mais choisis le chemin que tu veux utiliser à chaque fois. Chemin du bien ou de la facilité? Qu'est-ce qu'on choisit? Tout le temps. Et donc là, elle dit: ouais, c'est vrai, je l'ai fait. Donc j'étais là: bravo, déjà, super. Donc j'encourage. Courageux, ouais. Bravo. Bravo de l'admettre. C'est très bien. Maintenant, je te rappelle ce que toi, tu as vécu il y a quelques semaines. Donc, tout de suite, je la remets en mode empathie. Imagine si quelqu'un te faisait ça à toi. Voilà, par rapport à ce que tu as vécu. Tu as vu comment ça fait mal, les gens qui se moquent de toi et tout ça? Lui, il n'a rien demandé, hein. Toi, tu n'avais rien demandé. C'est la même chose. Donc, ce que tu as vécu, tu es en train de le faire à cette personne. Est-ce que tu comprends que c'est grave? Donc c'est là que je vais toujours aller chercher plus loin pour faire en sorte que les enfants s'excusent, mais qu'on aille voir plus loin. Et les enfants sont des potentiels harceleurs, hein. Il y en a beaucoup qui sont des potentiels harceleurs. Et donc il ne faut pas les blâmer, il faut leur dire: ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe toi dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que clairement, c'est une stratégie de défense. Les harceleurs, c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. Oui, tout à fait. Donc il faut aller chercher ce qui va pas bien dans leur cœur pour le désamorcer, leur dire: c'est ok, tu es safe. T'as pas besoin de ça pour être reconnu. Tout le monde t'aime ici, tu vois. Donc là, j'ai dit: Nadia, vraiment super. Donc t'as admis déjà ton erreur, donc c'est déjà énorme. Donc c'est vraiment top.
Donc, c'est pour ça, donc, je vais toujours chercher un petit peu plus loin pour que les enfants, qui sont tous des potentiels harceleurs, euh, on va chercher finalement qu'est-ce qui va pas dans leur cœur pour le désamorcer et leur dire en fait, t'es safe et t'as pas besoin de faire ça Mhm. pour être aimé, pour être validé, pour être apprécié. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas aussi une manière de les responsabiliser par rapport. Alors, toi, tu les aides à se conscientiser, hein, parce que quand tu parles de cette jeune fille et que tu lui dis, je te rappelle ce que tu as vécu il y a quelques semaines et qui t'avait fait du mal, c'est aussi une conscientisation que tu leur permets de faire, certes, mais est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de les responsabiliser par rapport aux choix qu'ils font et d'essayer d'espérer que conscients et responsabilisés, ils choisissent l'attitude qui sera la meilleure, quoi. Ok. Tout à fait, et je le dirais par une phrase qui est mon mantra dans la vie, et que, en fait, donc je fais une année Harry Potter, Ah cette oui. année de classe, donc ils sont répartis en 4 maisons, ils gagnent et ils perdent des points en fonction de bonnes actions qu'ils font, ou voilà, j'ai pas fait mes devoirs, ou j'ai une mauvaise écriture, ou voilà. Et en gros, vu qu'on fait une année Harry Potter en classe, je leur ai parlé d'une phrase que Dumbledore a dit à Harry dans Harry Potter, le Harry Potter et la coupe de feu. Il dit à la fin du film, on est tous, on sera tous amenés et on est tous amenés à choisir entre le bien et la facilité. Pour moi, ça me parle tellement parce que c'est pas le bien et le mal. Déjà, Non, non. on parle pas du mal, on parle de la facilité qui est un autre mot, mais qui totalement, c'est ça quoi. C'est ça le mal en fait. C'est ce côté, c'est tricher, mentir, tout ça, c'est la facilité. Oui, d'accord. C'est ce que C'est tu cette répètes depuis le responsabilité. début de tes explications. C'est très intéressant parce que chaque fois que tu donnes des exemples, tu parles, est-ce que tu choisis le bien ou la facilité? Oui. Donc, Oui, non, exact. c'est mon mantra dans la vie. Et souvent, je dis aux enfants, quand ils vont dire un truc, je dis, choisis la personne que tu veux être. Choisis bien. Parce qu'en fait, je veux qu'ils se rendent compte que, ah ouais, en fait, je suis en train de faire un choix. Ah, Toute ta vie, tu fais des choix. oui, tout à fait. Et effectivement, c'est peut-être les responsabiliser et leur montrer que, ouais, en fait, c'est vrai que je dois conscientiser que c'est bien ou c'est pas bien ce que je fais. Ouais, ouais, ouais. Choisis bien. Je voudrais maintenant te demander de sortir du cadre scolaire qui est ton terrain de jeu, quelque part, ton terrain d'expertise. Tu as déjà parlé de ces élèves que tu as eus qui étaient plus jeunes. Aujourd'hui, on sait que tu travailles avec des élèves plus âgés. Mais je voudrais maintenant que tu essayes de me dire si, dans les rapports que tu as avec les adultes aujourd'hui, tu appliques quelque part, parfois, jamais, souvent, ce type de réaction et si le fait d'avoir éventuellement une attitude qui est inspirée par ce que tu enseignes aux enfants peut changer les dynamiques que tu as avec ces personnes que tu fréquentes. Donc voilà, je serais un peu intéressée de voir quelle est cette attitude de renforcement positif, hein, parce qu'on parle quand même bien de, c'est essayer de montrer à chacun on peut s'améliorer quand on fait des choix, les choix qui sont justes. Comment est-ce que tu peux utiliser, ou pas du tout, est-ce que tu ne l'utilises pas du tout quand tu es dans tes rapports d'adultes? C'est compliqué mes rapports d'adulte parce que déjà quand je suis avec les enfants, je suis enseignante, j'enseigne, je transmets. Quand je suis avec les adultes, je suis pas enseignante, je suis pas là pour enseigner ou quoi. Non. Et j'ai beaucoup plus de mal à être, comment dire, à accepter certains comportements et à les tolérer finalement chez les adultes parce que les adultes, ce sont pas des enfants. Les enfants, ils savent pas, il faut leur apprendre. Ouais. Les adultes, ils ont déjà appris et ils peuvent se remettre en question et ils sont responsables d'eux-mêmes. Donc non, en fait, justement, c'est un peu triste, mais dans mes rapports avec les adultes, je me coupe très vite des gens que j'estime ne pas être capables de se remettre en question. Enfin, voilà, je sens beaucoup de red flags justement chez les adultes d'aujourd'hui parce que je sens beaucoup de mal-être, beaucoup de gens qui voilà, choisissent beaucoup le chemin du mal, de la facilité, qui trouvent que tricher c'est ok. Moi je suis là, non, pas du tout. Et moi, j'arrive pas à fréquenter des adultes qui sont sur ce chemin-là ou qui savent pas se remettre en question ou qui se déresponsabilisent, hein. Récemment, j'ai vécu une histoire avec une copine qui est incapable de se responsabiliser d'une quelconque culpabilité. C'est-à-dire que Oui. quand je lui exprime, ben voilà, ce que tu as fait, ça m'a un peu blessée et je voulais juste en faire part, c'est pas parce que j'attends qu'elle se mette à mes pieds et qu'elle soit là, oh mon Dieu, je suis tellement désolée, pardonne-moi, Juline.
pas ça que je veux. Je veux juste genre, oh, je t'ai blessé, dis, je suis désolée, de l'empathie, un peu de compassion, quoi. Parce que c'est ça qu'on attend dans l'amitié, c'est que l'autre, dans n'importe quelle relation, quoi. Et en fait, j'étais face à cette personne qui était incapable d'être dans cette compassion parce qu'elle se sentait, je pense, agressée. Mmh. Elle pensait que je lui mettais de la culpabilité, qu'elle rejetait totalement. Mais moi, j'ai pas le temps avec les adultes de commencer à essayer d'expliquer non, mais en fait, t'inquiète, je suis pas en train de. J'ai pas le temps. Avec D'accord. les enfants, j'ai le temps, mais les adultes, j'estime que c'est pas ma responsabilité. Et donc moi, en fait, je m'éloigne très vite des gens que je sens pas assez matures émotionnellement pour une amitié, pour une relation, peu importe quoi. Les enfants, il n'y a pas de souci, je peux leur apprendre, mais c'est aussi mon travail, donc il y Mmh. a quelque chose qui est logique là-dedans. Mmh. Et parce qu'un enfant, c'est un cœur encore très pur, il a vraiment encore l'amour à l'état brut accessible. Un adulte, pas. Tu n tu ne te vois pas reproduire des schémas que tu peux appliquer avec les enfants au niveau de tes relations avec les adultes. Donc, Mhm. non. Alors, à partir du moment où cette attitude que tu as en tant que dans ton métier et qui fait partie intégrante de ta méthodologie de travail avec les enfants, c'est, je vais presque dire que c'est la partie de base, la plus essentielle dans ton attitude. C'est d'abord de créer cette responsabilité, cette conscientisation, cette définition du choix le plus adéquat pour l'enfant, mais aussi pour son développement dans le cadre de la société, donc dans le groupe. C'est on ne vit pas seul en tant qu'un individu esselé et on fait les choix qu'on veut, quelles que soient les conséquences qu'on a. Non, on vit au sein d'une société. C'est un truc qui est pour moi aussi essentiel dans nos relations humaines, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir un cadre dans lequel chacun puisse s'épanouir. Donc c'est ce que tu crées quelque part en faisant ça. Donc ma question c'est, est-ce que, forte de l'expérience que tu vis, des conflits dans lesquels tu te trouves, des personnes que tu rejettes parce que tu te rends compte en fait qu'elles correspondent à ce que tu ne veux pas avoir autour de toi et ce que tu essaies que les enfants puissent comprendre parce que ce n'est pas comme ça que tu imagines créer une société dans laquelle on soit respectueux les uns des autres. Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être que ce type d'apprentissage que toi tu donnes à tes enfants soit quelque chose qui soit enseigné de façon plus générale, plus globale, que ce soit non seulement que les professeurs puissent être formés pour pouvoir aussi réfléchir à leur propre comportement et à pouvoir essayer de transmettre ça, mais que peut-être les adultes qui sont les gens d'aujourd'hui, euh, il y en a qui partagent certainement tes valeurs, je n'en doute absolument pas, j'ai quelques idées de personnes qui me traversent la tête, mais je peux imaginer qu'il y en a plein d'autres qui ne les comprennent pas. Est-ce que tu penses que ce serait un moyen qui pourrait améliorer les relations que les gens ont dans la société en général, dans nos interactions personnelles? C'est une question un peu compliquée parce que donc l'école, c'est le reflet de la société, c'est un peu le reflet de l'école. Donc on crée des citoyens à l'école qui vont devenir du coup les citoyens de demain et ces citoyens vont créer l'école. Enfin, tu vois, il y a ce principe de, voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Oui, dans un monde idéal, ce serait génial qu'on ait tous cette valeur-là et d'empathie, de compassion. Je pense que on peut dire que c'est une qualité que tout le monde devrait avoir. Néanmoins, dans la réalité des faits et dans la dureté de la vie, même si ce serait merveilleux qu'on ait cette valeur commune qui est une valeur citoyenne, hein, c'est une valeur qui veut qu'on soit très solidaire. C'est un peu les coups de souffle, quoi. C'est Oui, oui, soyons solidaires, soyons, on ayons de la compassion s'entraide. les uns pour les autres, même si on est différents, d'apprendre à vivre ensemble. Je dirais, moi, par exemple, je suis une Européenne occidentale qui vit au Maroc. Je vis dans des contradictions culturelles et spirituelles très intéressantes, mais justement, je veux dire, moi, en tant que Belge, Européenne, occidentale, je vois tous ces Européens. Il y en a pas mal des Européens qui vivent ici et qui n'arrivent pas à essayer d'aller chercher, d'aller comprendre l'autre, Mmh. d'aller comprendre cette culture, pas de l'accepter, pas de l'intégrer, juste d'essayer de comprendre. Mmh. Et comprendre, ça veut dire aller chercher le contexte, chercher l'histoire, pourquoi on en est là. Est-ce que moi, si j'avais été à leur place, j'aurais pas pensé comme ça aussi? Oui, alors pourquoi? Donc, oui, idéalement, il faudrait qu'on pense tous comme ça, mais sincèrement, avec
quelques années d'expérience. C'est un petit peu triste à dire, mais je pense qu'on n'a pas tous cette sensibilité-là. Il y a des gens qui, par leur éducation ou par leur tempérament de base, leur prédisposition dès la naissance, n'ont pas cette sensibilité-là D'accord, et donc vont avoir d'autres qualités qui vont être exacerbées au détriment de celle-ci qui est la compassion et l'empathie. d'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est très intéressant. Tu ne dévalorises pas les autres pour autant, mais quelque part, tu peux aussi avoir cette relativité par rapport à la personnalité de chacun et des forces et des faiblesses que l'on peut avoir. Dans la question que je t'ai posée, ce que je voulais sous-entendre est à un niveau un peu différent. C'est que je suis personnellement très critique par rapport à l'enseignement aujourd'hui, que je trouve complètement dépassé, complètement arriéré, surtout par rapport à la manière dont les enfants grandissent dans une société qui a complètement évolué. Et Mhm. je lis énormément pour mes recherches, et je vois qu'il y a quand même énormément de jeunes adolescents. Et quand je te parle de jeunes adolescents, c'est ceux-là, c'est douze, Oui, 14 oui, ils sont là, assis en classe, en disant: «Mais pourquoi vous voulez nous obliger à étudier ça? Mais il ça. suffit que je le mette sur Google et j'ai la réponse». Et en plus, maintenant, il y a ChatGPT, donc c'est encore pire. Et en fait, si tu veux, l'école ne s'adaptant pas, il y a un espèce de précipice pour moi qui se crée entre le formatage que l'on veut faire d'un enfant, et j'ai bien dit un formatage, je n'ai pas dit une prise de conscience, je n'ai rien, le formatage que l'on fait d'eux, et le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui veulent s'échapper de ce format parce ils ne s'y retrouvent pas, ils ne se sentent pas Ah, entendus, reconnus, respectés dans leurs besoins et leur curiosité. Or, les scientifiques ont démontré depuis je dirais une quinzaine d'années, et il y en a pas mal, mais pas du tout dans la langue francophone, c'est surtout toujours au niveau des scientifiques américains, qui en fait démontrent que l'école est en train de casser la créativité des enfants. Parce qu'en les mettant dans un moule avec des règles qui sont beaucoup trop étriquées, ces enfants qui naissent avec une créativité absolument extraordinaire et des capacités d'apprentissage phénoménaux perdent leurs compétences d'apprentissage progressivement. Et en fait, quand je te pose cette question-là, c'est parce que si je ne fais qu'une seule chose, j'en fais au moins une. C'est que je publie chaque semaine des vidéos pour essayer de sensibiliser les gens sur la communication qu'ils ont entre eux et sur les interactions qu'ils ont entre eux. Parce que je pense qu'il y a des domaines sur lesquels on n'enseigne pas suffisamment de choses. oui, c'est vrai. Et je suis convaincue que si on devait recréer des normes d'apprentissage, on devrait apprendre aux gens c'est quoi l'empathie, c'est quoi le travail en société, c'est quoi l'esprit d'équipe, c'est Oui. quoi communiquer correctement, Mhm. savoir laisser quelqu'un qui est en colère en paix et ne pas essayer de le convaincre alors qu'il est incapable de t'entendre. Savoir apprendre à écouter quand quelqu'un s'exprime comme toi tu le fais vis-à-vis de tes enfants. Et savoir quand la communication est aussi possible, c'est-à-dire quand chacun est en capacité d'écouter l'autre. Et tous ces éléments-là, en fait, personne ne les connaît, personne ne les comprend parce qu'on suppose que tout le monde le sait puisqu'on communique tous les jours. La plupart des gens ne comprennent pas comment ça fonctionne parce on fonctionne dans des mécanismes qu'on n'a jamais questionnés ni critiqués et que donc il n'y a pas d'enseignement. Mais je reste peut-être un peu utopiste ou peut-être un peu idéaliste parce que je pense que les apprentissages de demain, ce qu'on peut transmettre autour de nous, c'est aussi de se rendre compte que ce que tu appliques à petite échelle dans ta classe et qui peut peut-être marquer un enfant pour le restant de sa vie, et l'aider dans son propre comportement à se souvenir de ce que tu lui as transmis quand il avait 11 ans, eh bien, ça pourrait aussi devenir des normes d'apprentissage que ça vaudrait peut-être la peine d'envisager, pas pour créer une société de bisounours, mais simplement pour cesser de croire que c'est automatique chez tous les enfants. Et au début de ton interview, tu l'as extrêmement clairement dit, on attend de l'enfant à ce qu'il ait un comportement qu'on a qualifié de X, mais tous les enfants ne l'ont pas instinctivement. Donc pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas aux enfants ce que c'est qu'avoir un comportement respectueux de l'autre et toute autre chose que l'on pourrait lui apprendre qui leur permettrait de pouvoir comprendre comment on fonctionne dans nos interactions et créer des mécanismes d'interaction qui soient plus adéquats. À travers ce que tu transmets aux enfants, sache que je suis convaincue que dans les gens
qui t'apprécient, les gens qui sont autour de toi, il y a ce rayonnement que tu peux leur donner aussi en tant qu'adulte. Je vois, ouais. Ce serait Donc un peu, moi, allez, genre un peu mon ikigai, étant donné que j'ai cette qualité-là, d'essayer de la transmettre un maximum, mais j'y ai déjà pensé. J'avoue que je me sens encore fort jeune et pas encore ayant assez d'expérience que pour me lancer là-dedans. Je suis dans un processus d'apprentissage aussi là-dedans, mais qu'un jour, certainement, j'aime transmettre et que je me verrais bien aussi plutôt au niveau des adultes. Maintenant, est-ce que ce sera chez les enseignants ou est-ce que ce sera juste chez les femmes? Bah, pourquoi pas, mais voilà, c'était simplement ça. Là, c'est vraiment moi l'inspirée qui est curieuse parce que je pense que ce que tu transmets est extrêmement important et ce que je vais faire de cette interview, c'est de l'utiliser pour transmettre ça à des adultes. Parce que je pense que quel que soit l'endroit dans lequel on applique cette méthode, moi je la transmets à travers d'autres choses comme tu en as parlé au tout début de l'interview, l'effet de Pygmalion, qui est oui, tellement important pour moi parce que je sais la valeur de ce que cet effet peut avoir, surtout quand c'est l'inverse qui est appliqué, c'est-à-dire l'effet de golem et quand tu tires les gens en arrière. oui, Et j'ai aussi découvert cette fameuse américaine Carol Dweck qui est extraordinaire. Ça fait 40 ans qu'elle enseigne et qu'elle travaille les rapports de société, la psychologie humaine et qui a vraiment identifié cet esprit de croissance et cet esprit fixe qui n'évolue pas, qui ne se pose pas de questions, qui ne se défie pas et qui ne progresse pas. Et donc, voilà, à travers tout ça, mais tu me transmets aussi quelque part un autre moyen qui concerne les enfants. Et comme le livre sur lequel je travaille concerne les relations parents-enfants, oui. ça nourrit aussi quelque part tout ce que je fais comme apprentissage pour essayer de le transmettre autour de moi. Donc, merci, ma fille, dont je suis si fière, mais surtout merci. Tu m'as expliqué beaucoup de choses que j'ai trouvées ultra intéressantes. Le vocable que tu utilises dans ton interview, c'est aussi très, très important. J'ai fait ce lien avec Dumbledore, mais en dehors de Dumbledore, je trouve que le vocabulaire utilisé pour expliquer les choses est très positif. J'espère que tu as profité de cette interview pour apprendre plein de choses, comme moi, quand je l'ai interviewée. J'espère que ça t'a inspiré un peu. Alors oui, il y a un petit peu d'échange philosophique dans cette interview, un petit peu de positionnement par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle pense, de la façon dont les choses peuvent évoluer. Mes utopismes aussi et mon espoir de croire qu'on pourrait vraiment améliorer la communication et les interactions entre personnes, parce que je pense que quand on prend conscience de ce qu'on fait, on arrive à faire des choix plus judicieux au bon moment. Mais en tout cas, j'espère que tu as pu en profiter et je continuerai dans la mesure du possible à essayer de trouver des personnes inspirantes autour de moi qui pourront toujours nous transmettre un peu plus pour améliorer nos relations et notre communication. À la prochaine fois. Salut!